Bienvenue en ce mois de juillet. C'est la tournée des créateurs de foyer. Nous sommes presque à la fin du mois. En fait, nous sommes le 30 juin pendant que nous filmons. Donc officiellement, on pourrait dire que c'est la tournée de juin. Cela montre ce qui s'est passé en juin et une croissance fantastique. Comme nous sommes ici dans la serre, tout pousse beaucoup plus vite et plus fort. Et les melons, qui adorent la chaleur. Je ne les ai jamais vus aussi beaux grâce à cette méthode. C'est le sans labour qui fait la différence. C'est une façon simple de cultiver, comme vous le verrez dans la vidéo. Et les tomates, elles se portent bien. Celles du bout, les tomates cerises, produisent déjà, mais ça arrive toujours plus tôt. C'est délice du jardinier ici. Les tomates sachères arrivent plus tard, donc c'est bien d'avoir un éventail de variétés. Et certaines variétés sont bonnes et d'autres le sont moins. J'en essaie toujours quelques-unes juste pour voir. Ici, nous avons une pastèque. Nous verrons plus de melons et pastèques dans le tunnel plastique et vous constaterez la différence de croissance. Et ça, je veux vous le montrer parce qu'on parle des plantations successives. Et c'est quelque chose de bien à faire tout l'été. Continuez à semer. Utilisez mon calendrier de semis en ligne pour connaître les meilleurs moments pour semer vos graines. Donc, pour vous donner un exemple de ce qui arrive en ce moment, il y a la betterave dorée, différents types de betteraves en gros que vous pouvez encore semer, mais le plus tôt possible maintenant, la première semaine de juillet. Donc, nous sommes en zone 8, climat tempéré maritime. Il y a l'endive et la chicorée, ce sont toutes des endives et des chicorées qui seront prêtes à être repiquées assez bientôt. Ces plants devront encore attendre quelques semaines avant d'être plantés. Le brocoli à jet violet et le chou de Savoie ont été repiqués depuis une plaque de semis. Et le chou frisé, tous ceux-là, vous pouvez encore les semer. Et de cette façon, vous pouvez combler les vides au jardin. Je peux vous montrer ça dans le petit jardin où nous avons comme ceci. C'était du chou-fleur d'hiver qui est terminé. Nous avons planté des poireaux. Ceux-ci vont bientôt finir. Il y a du chou de Savoie, du chou-fleur, et je planterai de la laitue là-bas. Nouvelle récolte de pois, encore une fois fantastique. Environ 4 kilos de magnifiques pois d'ici. Et là, ce sera des brassicacées d'hiver. Et ici, nous avons des fraises que je n'avais jamais osé cultiver auparavant à cause des blaireaux. Il y a beaucoup de blaireaux dans le coin, et s'ils entrent ici, c'est un vrai bazar. J'ai essayé et on les a juste protégés avec un filet anti-oiseau. Et ce que tu peux faire quand tes fraises sont terminées, c'est tout couper, mettre ça sur le tas de compost, puis simplement étaler un peu de compost pour l'année. Ce n'est pas grave si ça tombe un peu sur les plantes comme ça. Tu sais, ça n'a vraiment aucune importance. Je vais en mettre ici environ 2 cm. En fait, j'ai acheté du fumier de vache et je ne m'attendais pas à cet aspect. C'est du fumier de vache avec beaucoup de morceaux de bois parce que l'agriculteur a utilisé du bois pour la litière de ses vaches et ça s'avère efficace comme nous allons le voir dans un instant. Donc oui, continuez simplement à planter et vous pourrez ensuite profiter des avantages comme des plantations de printemps. Nous avons obtenu ces incroyables choux-fleurs violets. Ils ont été ravagés par les pucerons. Le printemps et le début de l'été ont été difficiles à cause de nombreux pucerons gris, mais aussi d'alerodes et de pucerons noirs sur les haricots. Mais dernièrement, il y a eu une explosion de coccinelles, donc parfois il faut juste attendre, et moi j'utilise principalement de l'eau contre les pucerons. Je fais aussi beaucoup de récupération de graines. Donc ici, ce sont des pois, c'est une variété appelée Delica, que je n'ai pas du tout récoltée. Et là, vous pouvez voir un pois pratiquement au stade où il est prêt à être récolté pour les graines, mais il n'y a aucun inconvénient à le laisser. Sauf s'il pleut chaque jour, ils sécheront sur la plante encore 2 semaines, puis on les récoltera tous. Les pois sont simples, car une seule plante suffit. Alors que pour ces plantes, comme les carottes, il vous en faut plusieurs. J'en utilise, mais je doute que ce soit assez. Je ne suis pas expert en récupération de graines, je vous montre juste ce que je fais ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes meilleures carottes de la récolte de décembre dernier et je les ai ensuite transplantées ici. Ce sont de très belles plantes. Même sans graines, elles restent ornementales et seront sûrement prêtes à récolter fin août. C'est pareil pour la betterave.
Il y a une coccinelle. Oui, il y en a plein et il n'y a pas beaucoup de plants de betterave ici, mais juste assez, j'espère, pour obtenir un peu de pollinisation croisée à partir d'un plus grand pool génétique. Et je me demande combien d'entre vous reconnaîtront celle-ci, qui est en fait du panais. Ils ont vraiment été très spectaculaires. La récolte de graines, c'est super pour les fleurs, mais encore une fois, nous avons sélectionné les 10 meilleurs panais et nous les avons plantés de cette façon dans le but d'avoir de bonnes graines sur le plan génétique, ce qui ne s'applique pas à la laitue. Eh bien, vous pouvez certainement choisir une belle laitue, mais vous n'en avez besoin que d'une seule. Il n'est pas nécessaire de faire de la pollinisation croisée pour la laitue. Donc, par exemple, nous avons Lola Rosa. Très beau, la façon dont elle monte jusqu'à un certain point, et ce sont de petits bourgeons floraux qui se forment, qui deviendront des graines d'ici la fin août ou septembre, et c'est une laitue romaine rouge, une magnifique romaine rouge qui, encore une fois, va monter. Il faudra peut-être un petit tuteur. Ici, nous avons une laitue romaine verte, et c'est un type Batavia appelé Saragossa, qui est en fait l'une de mes préférées. Elle produit pendant longtemps, et celle-ci, je vais certainement la tutorer, car plus elles grandissent, plus elles risquent de se coucher sous l'effet du vent. Et puis, une autre belle caractéristique du jardin de début d'été, ce sont les premières fleurs qui apparaissent. J'adore ces zinnias, c'est une variété appelée élégance. Et les haricots verts commencent tout juste à... Eh bien, ils ne produisent pas encore, mais ça ne va pas tarder. Vous voyez de tout petits haricots là, et le timing de ceci est parfait parce qu'on a fini les fèves et les pois. Il nous reste probablement une semaine de cueillette et ensuite les haricots verts prennent le relais. Donc on a une succession de haricots à manger. Et une autre série de laitues, donc on plante de la laitue, c'est la deuxième plantation principale. La première plantation est encore en cours de récolte, mais va se terminer dans quelques semaines. Donc celles-ci prennent le relais pour la laitue à couper. Les oignons vont encore prendre 2 ou 3 semaines. Ils commencent à bien gonfler. La plupart tiennent encore debout. J'attends peut-être qu'un quart, un tiers à la moitié environ commencent à tomber avant de penser à les arracher. Donc pas d'urgence pour eux. Et cela va être une grande joie parce que ces tubercules, cette plante à 3 ans, était dans le sol tout l'hiver. Nous avons eu une période de gel de 10 jours. En décembre, la température est descendue jusqu'à -9. Eh bien, je ne pensais pas qu'elle reviendrait, surtout qu'on en a semé d'autres. Mais celles-ci ont survécu. Celles-ci ont en fait 7 ans, et celles-ci aussi. Une particulièrement belle rouge dont je ne me souviens plus du nom, mais comme je n'étais pas sûr qu'elle allait réapparaître, j'ai planté des zinnias autour. Donc on a des zinnias et un dahlia ici. J'adore les rouges. Ils donnent une vraie impression estivale à cette période où en été. Notre climat peut être assez nuageux, comme aujourd'hui. Le soleil n'est pas garanti, donc les rouges vifs apportent vraiment cette touche de couleur. Et des choux-fleurs de différentes couleurs aussi. Il y en a un autre qui est un chou-fleur vert de Real Seeds. Et encore plus de haricots. Donc ceux-ci, ce sont ce qu'en Angleterre nous appelons des haricots d'Espagne, des haricots à rames, et ils produisent des gousses que beaucoup de gens mangent. En fait, je les préfère pour leurs graines, donc c'est à ça qu'ils servent, et c'est un haricot d'Espagne à graines blanches. On attend que les gousses jaunissent ou brunissent, puis on les cueille, on les écosse et on vérifie qu'elles sont bien sèches avant de les placer en bocal. Et les prochaines, ici tu peux voir la différence avec les fleurs violettes. Ce sont des haricots borlotti, donc ça c'est la récolte de l'automne dernier, début de l'automne, toute première semaine d'octobre avec les borlotti. On attend simplement que toute la plante soit presque morte, que les feuilles commencent à brunir et à tomber, puis on peut voir les gousses très facilement, les cueillir, les ramener dans un endroit sec, bien les faire sécher, les rendre croustillantes, marcher dessus et ça ouvre les gousses. Ensuite, on peut faire un peu de vannage pour récupérer les graines. Exemple, voici comment nous procédons pour la laitue, après une première récolte de quelques laitues romaines. Et cela devrait permettre une récolte ensuite pour une autre environ 8 semaines.
Et ici, nous avons le premier tournesol, littéralement, c'est plutôt bien pour le 30 juin dans notre climat. Et vous pouvez voir que c'est une variété orange à tête multiple. J'ai récolté moi-même les graines de cette variété, mais je ne suis plus certain du nom, il s'est perdu dans les archives. Nous avons fait beaucoup de compost récemment, avec toutes les tailles de haies que nous verrons bientôt. Et c'est pour ça que la température est assez élevée. En fait, elle est presque plus haute que ce que je voudrais. 70 degrés Celsius. Et ce tas, il y a environ une semaine, était à peu près là, en fait. Et on en a juste ajouté beaucoup par-dessus. En faisant cela, la chaleur peut autant descendre que monter. Donc maintenant, tout le tas est en train de cuire. Et j'ai mis ce couvercle hier, donc c'est un peu de carton et de plastique, juste pour finir, pour protéger de la pluie. Je vais le retourner dans environ 6 semaines. Et ici, vous pouvez voir le tas actuel. Donc nous venons de commencer celui-ci et nous avons mis du carton seulement autour du bord, juste pour empêcher le liseron de pousser à l'intérieur. Ici, en fait, c'est juste un exemple du compost mûr obtenu de cette façon. Donc il a environ 8 mois. Nous avons publié une vidéo sur la fabrication du compost, si vous voulez regarder. Cette méthode marche bien en mettant du carton sur les côtés pour conserver chaleur et humidité. Ce buisson, la morelle de jardin, il s'est un peu desséché. Je n'y ai pas assez prêté attention. Nous avons eu beaucoup de temps sec et au cours des 8 dernières semaines, nous avons eu environ 40 mm de pluie. C'est voire moins, environ 3 cm et demi. Nous avons beaucoup arrosé. Nous arrosons à la main, juste de façon très sélective. Certaines plantes sèchent un peu, mais en culture sans labour, les racines descendent bien. Par exemple, ces échalotes que nous avons récoltées il y a 10 jours, nous ne les avons jamais arrosées du tout. Donc elles sont faciles à cultiver. On les plante en octobre et vous pouvez simplement prendre un bulbe comme celui-ci. Ce sera votre échalote que vous mettrez en terre en octobre. Donc vous avez votre semence ainsi que votre récolte. Celle-ci est une variété appelée Longor et celle-ci est une échalote grise, beaucoup plus petite. Elle est reconnue pour sa saveur, la meilleure parmi les échalotes. Je ne sais pas. Je pense qu'une fois qu'elles sont cuites, à moins d'ajouter de l'échalote pure en plus, on ne le remarque peut-être pas, mais elles sont savoureuses, tout comme l'ail. Donc encore une fois, il y a environ une semaine, 10 jours, celles-ci ont été récoltées. Elles sont blanches quand elles sortent de terre, et ensuite on peut voir comment elles deviennent un peu roses. C'est vraiment une jolie couleur. Ceci est de l'ail à col dur, donc ils sont fermes et ne deviennent pas aussi gros parce que l'ail à col dur mûrit plus tard, ce qui signifie qu'ils ne poussent pas autant avant que la rouille n'arrive. Et nous avons eu beaucoup de rouille sur l'ail cette année, mais malgré cela, tout cela ce sont des ails à col souples cultivés en extérieur ici, qui ont eu pas mal de rouille pendant le dernier mois, et malgré ça, ils s'en sortent bien. La rouille, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est sec maintenant, donc on voit moins ces petites taches qui étaient orange vif au début. Elles épuisent la feuille qui jaunit et ne fait plus de photosynthèse. Mais en général, si vous pouvez planter votre ail tôt, comme en octobre, et vraiment avoir un sol en bonne santé, la méthode sans labour l'emporte encore, compost en surface, bon drainage pendant l'hiver, automatique grâce à l'ajout de compost. Alors, vous savez, mais c'est juste une méthode facile. Comme ici, regardez la dernière visite qui a eu lieu il y a 5 semaines. Vous pouvez voir que ce que vous auriez vu à ce moment-là, il y a seulement quelques semaines, c'est principalement du plastique noir, parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis du compost et du plastique sur de l'herbe envahie par les mauvaises herbes. C'était comme ce que vous voyez derrière en janvier lors de sa mise en place. Vous pouvez encore voir le plastique noir là-bas. Maintenant, je ne suis pas un grand partisan du plastique. Je ne dis pas que vous devriez utiliser cela tout le temps. C'était juste pour démarrer au début quand vous avez beaucoup de mauvaises herbes. Reprendre un jardin ouvrier envahi de mauvaises herbes, il suffit de bloquer la lumière pour les éliminer. Pendant qu'elles meurent, vous pouvez déjà cultiver autre chose. Donc ici, ce sont des canneberges couronnées et une courge curry espiègle. Les plantes ont été mises en terre le 19 mai, il y a 6 semaines.
on se dit juste « waouh ». Et nous n'avons pas arrosé. Vous savez, donc c'est un autre avantage du plastique. Il retient l'humidité présente à ce moment-là. Nous avons en fait eu 20 mm de pluie la semaine dernière, ce qui fait un peu moins d'1 pouce. Donc la plupart de cette eau est passée par les trous dans le plastique parce qu'il est vieux, il a 4 ans. Nous allons l'utiliser souvent. Il laisse passer un peu de pluie mais étouffe la plupart des mauvaises herbes. C'est assez gagnant-gagnant. Nous l'enroulerons en septembre après la récolte des courges. Ici, de la betterave a été plantée après l'ail parmi les nouvelles plantations. Donc cela fait un peu plus d'une semaine, betterave multisemée. Et de la de la bête que nous récoltons pour la salade. Donc ce sont les petites plantes et certaines que nous avons laissées pousser un peu et ça c'est pour les récolter et les cuisiner. Je viens de remarquer que cela pourrait guérir certains d'entre vous de votre problème de ravageur. Ces dégâts sont causés par des cerfs. Adam est monté, il était ici hier matin assez tôt et il a dit qu'il y avait un cerf qui broutait tranquillement. Je peux gérer si c'est juste un cerf qui mange un peu sur le bord. On verra comment ça se passe. Sinon, on mettra un filet anti-oiseau comme on l'a fait ici pour le nouvelle carotte qui pousse entre les laitues. Donc, la laitue dans cette planche, on l'a récoltée pendant 9 semaines. On vient juste de faire la 9e récolte il y a 2 jours. Non, hier matin. Les carottes, semées il y a 2 semaines, poussent entre les laitues. Les lapins les adorent. On va voir ce qu'ils font bientôt. Mais je veux d'abord vous montrer les pommes de terre ici. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à comparer. Vous pouvez voir que cette plante ici a l'air un peu faible. Je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi. C'est peut-être un manque d'humidité en fait. Nous ne les avons pas assez arrosées et je pense que c'est la cause de leur souffrance. Je les ai mises ici cependant, juste pour mentionner, croyez-le ou non, ces pommes de terre ont été récoltées il y a presque 1 an et c'est la même variété, Charlotte. Celle-ci me semble vraiment ferme. Si vous ne retirez pas les germes dans un sac sombre, voilà le résultat. Sachez qu'elles restent comestibles. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas les manger si elles ont germé, mais nous les avons mangées jusqu'à maintenant, donc nous l'avons fait. Nous avons toujours eu des pommes de terre, et puis avec la méthode sans labour, il suffit de tirer comme ça et de voir ce qu'il y a. Et parce que c'est le cas, le sol n'a pas été perturbé. Les tubercules ne vont pas aussi profondément, ça c'est le reste de la pomme de terre de semences, toute molle, et les nouveaux tubercules. Oui, il n'y en a pas autant que d'habitude, mais c'est une belle et simple récolte. Tu n'es pas... Oui, il y en a un autre en fait. En fait, chaque variété est différente. Si tu regardes ça et que tu te demandes, eh bien les miens ne ressemblent pas à ça, tu vois, en voilà un. La croissance aurait continué si les feuilles étaient en bon état et s'il y avait eu assez d'humidité. Je pense que le manque d'humidité pose problème, tout comme les pénuries. Regarde comme ce compost est sec en surface, donc on a ajouté un peu de compost sur la plante pour éviter qu'elle verdisse. Tu veux celle-ci? Tu peux couper la partie verte, ce n'est pas une pomme de terre perdue. Et pour ce qui est de garder des semences, je dirais que, tu sais, on va toutes les stocker dans des sacs, mais on en garde une comme ça. En janvier, sors-la du sac, mets-la à la lumière pour qu'elle germe, puis plante-la au printemps. Ce seigle a encore beaucoup poussé. Si tu regardes la visite de mai, tu verras qu'il était probablement par ici. Maintenant, il est là-haut. Mais surtout, les épis commencent à mûrir, donc on pourrait récolter d'ici 1 mois. Il se peut qu'il soit encore là quand on reviendra ou pas, ça dépendra du temps. Mais encore une fois, tu peux voir au sol à quel point ça se fissure sur les bords. Ça montre à quel point c'est sec et même si on a eu de la pluie. Oui, c'est ça. C'est encore assez sec. Mais c'est bien pour récupérer des graines. Donc les fèves ici autour des asperges sont pour produire des graines. Si vous voulez faire ça, vous devez cultiver une seule variété, sinon elle se croiserait avec d'autres variétés. Et il y a le résultat incroyable du lapin mangeant de la betterave. On dirait presque une sculpture. J'apprécie vraiment à quel point ils sont minutieux. Ils mangent une betterave jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien avant de passer à la suivante. En fait, il y en a une ici justement. Oui, la voilà. Regardez, toutes les feuilles sont au sol, il ne reste que des restes de betterave.
Il ne reste qu'un tout petit morceau avec ses racines dans le sol et ça je peux le supporter. Nous, on récolte encore beaucoup de betteraves ici, mais pour les nouvelles plantations, par exemple, je ne veux pas perdre mes carottes. Ce sont des carottes d'hiver, donc c'est ce qu'on constate. Le filet anti-oiseau suffit pour l'instant, et de toute façon, ça empêche aussi les lapins d'entrer. Mais ils vivent là-bas dans ce coin et on les voit souvent là-haut. Ils mangent beaucoup d'herbes et... Oui, ils descendent parfois quand ils en ont envie vers les légumes. Ils n'ont pas mangé les fans de carottes, peut-être parce qu'elles sont trop hautes. On a fait cette plate-bande surélevée pour empêcher la mouche de la carotte, qui vole au ras du sol, d'y accéder. Ça a certainement été bénéfique pour les carottes, donc on arrache sélectivement les plus grosses. Vous pouvez en voir de très belles. Cette plate-bande est faite de terre dans la moitié inférieure et de compost de déchets verts dans la moitié supérieure. Donc c'est probablement celui qui coûte le moins cher à acheter. Ce n'est pas extrêmement nutritif, mais c'est certainement suffisant pour de belles carottes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, si vous regardez ici, voilà à quoi ça ressemble. C'est cette matière noire là-bas, livrée par un camion de 2 tonnes. Et c'est du compost de champignons. Ici, vous pouvez voir le liseron. Il est endémique ici et il pousse même à travers le compost. Nous avons simplement vérifié la valeur nutritive du compost. Ce sont des pommes de terre primeur Paris second plantées sur le bord pour comparer avec celles-ci qui le sont aussi. Paris second, pommes de terre précoces plantées en même temps dans une partie de cette camomille que je vous ai montré plus tôt qui est posée sur du bois et vous pouvez voir qu'elle se porte plutôt bien. C'est clairement nutritif, donc cela vient d'un fournisseur local, Woodland Horticulture, si certains d'entre vous sont dans cette région. Nous regardons maintenant un peu le bord et Charles Dowding l'a coupé ce matin. Je veux vous montrer l'outil que nous utilisons pour cela, mais d'abord nous allons aussi jeter un œil à un récolte de pommes de terre et une variété différente. Donc celle-ci c'est Linza Delicates. Et c'est un assez bon signe qu'une pomme de terre ne pousse plus vraiment, vu que les feuilles jaunissent pas mal. Elles ne sont pas malades, c'est juste la sénescence due à l'âge. Celle-là d'ailleurs a été écrasée par l'achillée qui est tombée dessus. Je vais l'arracher pour vous montrer la différence, mais celles-ci ne sont pas idéales car on est trop près de la haie qui a pompé beaucoup d'humidité. En fait, celle-ci a une texture plutôt agréable et vous pouvez tout de suite voir la différence avec la charlotte que vous avez. C'est pour cela qu'on l'appelle pomme de terre à salade, il y en a beaucoup plus de petites. Mais oui, encore une fois, voilà le plant d'origine, donc c'est très simple avec la récolte des pommes de terre en culture sans bêchage. Et ce n'est pas le plus gros rendement, mais en fait ce n'est pas mal. Je veux dire, pour la quantité de travail nécessaire pour les cultiver, qui est quasiment nulle. Une fois que vous avez votre plate-bande, je recommanderais ça à tout débutant. Pourquoi ne pas simplement planter une pomme de terre? De préférence au printemps, disons 2 ou 3 semaines avant la dernière gelée. Donc juste au moment où ça commence à se réchauffer. Et vous pourriez faire ça à cette période de l'année, jusqu'en juillet principalement. Les pommes de terre demi-précoces comme celle-ci sont géniales. Parce qu'ensuite, vous avez le temps de planter autre chose après la récolte en juillet. Vous pouvez planter des poireaux, du brocoli, des betteraves, ce que vous voulez. Voici la nouvelle gamme de chemises avec de nouveaux slogans créés pour s'amuser un peu et elles sont disponibles sur Tmail. Un lien vers le site web peut aussi figurer en bas de la vidéo. Cette chemise est en coton bio de qualité. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer, donc c'est vraiment un très bon outil. Et vous pouvez l'utiliser pour couper en hauteur, on taille un peu le sureau. C'est simplement qu'ici on veut laisser passer la lumière vers la serre-tunnel. Oui, Charlie a fait tout ça en 1 heure et demie. Les orties envahissaient le chemin et il fallait les couper avant qu'elles ne montent en graines. Et puis tout ça, on va juste le ratisser en ligne et passer la tondeuse par-dessus. Et ça fournit une énorme quantité de nourriture pour le tas de compost, ce qui signifie plus de légumes et un sol et des plantes en meilleure santé.
Cette porte du bas que nous avons fabriquée, je la laisse en place la plupart du temps. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'ouvrir et de fermer les portes principales. Ça empêche les lapins d'entrer et... Ici, avec le manque de soleil, il ne fait guère plus chaud qu'à l'extérieur. La nuit dernière, la température est descendue à 9 degrés Celsius, soit 48 Fahrenheit. Juste pour que tu saches, tu vois, ce ne sont pas des serres chauffées, mais si le soleil se montre, alors ça chauffe vraiment et ça protège du vent. Et oui, du coup, on a eu une pastèque. En fait, c'est une variété que je n'ai jamais cultivée auparavant. Où elle était suspendue là hier, et hier soir j'ai remarqué qu'elle était tombée. C'est une variété appelée Little Darling, donc l'idée c'est que c'est une petite pastèque. J'ai été surpris de voir comme celle-ci est devenue grosse. Je vais la couper pour vérifier si elle est tombée parce qu'elle est mûre. Je n'ai jamais cultivé de pastèque suspendue. Et elle a l'air juteuse. Je ne sais pas, les graines semblent plus blanches que brunes. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Si c'est un peu sucré. Oh, dérangé. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est comestible, mais ce n'est pas vraiment complètement mûr. Donc, ah, oui, c'est de là qu'il est tombé. Je ne sais vraiment pas. Ce que j'espère maintenant, c'est qu'il y ait d'autres petites pastèques là-haut. Si plusieurs se développent en même temps, alors on pourrait avoir beaucoup de fruits de taille moyenne qui tiendront mieux là-haut. Il n'y a que... la seule façon de savoir si quelque chose fonctionne, c'est d'essayer. Mais tu sais, on me l'a recommandé. Le reste de ces pastèques poussent juste là-dessus. En voilà une ici, une autre là, et c'est une variété appelée Early Moonbeam, que normalement je fais pousser au sol, et tu peux voir comment elle pousse. Une plante s'est étendue partout là-bas, c'est très envahissant, il faut pas mal de place pour un plant de pastèque. Voilà un autre Luffa, comme on en a vu dans la serre. Tant qu'elles n'attrapent pas d'araignées rouges, ce qui peut être un problème, elles mûriront à un moment donné, en fait parfois aussi tard qu'à la fin septembre. Pendant que les plants de concombre produisent. Tout le temps, je les cueille et je les vends quand ils sont assez gros, donc même un tout petit peu plus gros que ça. Et j'enlève à chaque fois le deuxième concombre, à peu près le deuxième, donc je ne laisse pas. Sinon, vous auriez un concombre à chaque nœud. Il y en aurait un ici en plus de celui-là, et il y en aurait un là en plus de celui-là. Et ça voudrait dire qu'il y aurait comme 5 concombres tous proches les uns des autres. Et ça prend tellement d'énergie à la plante qu'elle s'épuise temporairement. Puis il n'y en a plus et tu passes à la série suivante, passant de l'abondance à la disette. Enlever 1 sur 2 permet simplement d'étaler la récolte plus longtemps. Avec les melons, selon mon expérience, il n'est pas nécessaire de faire cela. Personnellement, je ne les laisse pas se développer avant que le plant n'atteigne environ la hauteur de la cuisse, voire de la taille. Le melon, contrairement au concombre, pousse sur une tige latérale. Si tu laisses cette tige faire une autre pousse latérale, tu obtiens un autre melon. Mais celui-là, je n'en veux pas car il prend trop d'énergie à la plante. Tu vois, une plante ne produit qu'un nombre limité de fruits selon ses feuilles. Donc, laisser beaucoup de fruits ne veut pas forcément dire que tu vas avoir une grosse récolte. Il faut équilibrer un peu. Et c'est pareil avec les tomates, même si ça dépend aussi un peu de la variété. Et en voici une qui n'est pas une très bonne variété. Je ne l'avais jamais essayée avant, je me suis dit que j'allais tenter pour m'amuser un peu, la tomate noire. Elle a aussi un gros problème d'enroulement des feuilles, et ça, je pense, d'après ce qu'on m'a dit, c'est dû à ça. Cela confirme que la différence entre température jour-nuit cause ce phénomène, nuit froide, journée chaude. Sur mes tomates dehors, je ne vois jamais cet enroulement des feuilles. Il ne fait pas aussi chaud pendant la journée, en gros, donc il fait un peu chaud ici, ce qui ne me dérange pas pour d'autres choses. Et puis en voici un autre aussi, un peu pareil. Ce que je veux aussi vous montrer ici, c'est comment on les enroule autour de la ficelle. Donc celui-ci est justement prêt pour ça. Là où je vais faire le tour comme ça, je vais prendre cette feuille et... Faites-le ainsi à chaque fois, n'attrapez pas le dernier morceau. Il suffit de le guider pour le maintenir droit. La ficelle est enterrée sous la motte de racine. C'est un système très rapide et simple. Et ensuite, j'enlève les feuilles du bas, pas trop. Mais pour vous donner un exemple, je pourrais en enlever une ici. Vous savez, il n'y a pas vraiment de règle stricte à ce sujet.
Certaines personnes enlèvent plus de feuilles que ça. Celle-ci, croyez-le ou non, est une feuille plus ancienne et elle ne fait pas autant de photosynthèse pour la plante comparée aux feuilles plus récentes. Le schéma est similaire pour la croissance des plantes. On peut enlever les grandes feuilles de la laitue, elles continuent de pousser grâce aux petites feuilles préservées. Regardez ces melons, c'est incroyable. Cette variété s'appelle Emia. On est le 30 juin, ils sont en terre depuis 7 semaines. Comment font-ils? C'est phénoménal. Donc ici, le paillage n'est pas énorme, mais c'est du compost de champignonnière sur du fumier de cheval. Le fumier de cheval provient de la couche chaude. Plus bas, c'est le sol d'origine, où l'on voit les racines de melon, montrant que nos plantes s'enracinent surtout en surface. Cela concerne encore une fois la culture sans labour. Vous savez, vous favorisez la zone d'enracinement près de la surface, là où il y a beaucoup d'air, beaucoup de microbes, et où les plantes reçoivent beaucoup de nutriments. Et c'était probablement environ 4 cm, peut-être 1,5 pouce de paillis. C'est pour toute l'année, nous n'en remettrons pas avant le printemps prochain, donc cela va durer. Cela nourrira aussi les salades d'hiver, avec l'aide des organismes du sol qui rendent la nourriture disponible. Je ne nourris pas du tout ces plantes, donc pour moi c'est un gros gain de temps. Et bientôt nous aurons des vidéos liées à cela, notamment lundi en fait. Je vais faire une interview vidéo avec un gars qui s'appelle Dr Eric Berg, qui est nutritionniste, et nous allons parler du sol et des microbes. Il s'y connaît en nutrition et suit le régime cétogène que je ne soutiens pas vraiment, mais je veux en savoir plus. Vous savez, j'essaierai n'importe quoi ou je chercherai à tout savoir et je suis très heureux de partager ces informations avec vous. Et de même, nous allons faire quelques vidéos culinaires dimanche, donc dans 2 jours. Nous avons Chantelle Nicholson ici, qui est une chef distinguée par l'Étoile verte Michelin de Londres, à Mayfair, et qui dirige un restaurant appelé Apricity. Et elle sera ici pour cuisiner quelques légumes du jardin pendant qu'Edward filmera. Et mardi, Gaz Oakley viendra. Gaz est un excellent chef vegan du pays de Galles qui est aussi passionné de jardinage. Donc il observe le bel échange entre cultiver et manger et il va en faire une démonstration ici. Donc ce sont des vidéos qui arriveront bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous, au revoir.